Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler des voitures électriques ou plutôt des batteries. Vous savez, ça cause beaucoup de controverses. On veut nous s'imposer d'ici 2035-2040 d'avoir des voitures électriques obligatoires. On veut mettre complètement de côté les voitures thermiques. Vous savez, avec tous les matériaux que ça prend, le nickel, le lithium, le manganèse, ainsi de suite. Imaginez toute la pollution que ça va causer avec les vieilles batteries et surtout toutes les exploitations, l'extraction de ces minéraux-là, les mégamines que ça va prendre. On va tout revirer la Terre en envers encore plus. Je crois que le graphène est une bonne possibilité à l'avenir. C'est un excellent conducteur. Et vu que ça a une excellente conductivité, ça surchauffe pas, fait que c'est excellent pour la recharge. Il y a encore beaucoup à faire sur la recherche du graphène. C'est simplement du graphite et du carbone. Donc, c'est quelque chose qu'on a en grande quantité. Le seul hic, c'est la production de graphène qui est très complexe, mais les recherches sont très innovantes et très encourageantes là-dessus. Je pense que ça pourrait être un bon procédé pour les futures batteries. C'est léger, ça surchauffe pas, ça charge rapidement. Il y a d'autres technologies si simples aussi que je me dis. Exemple, pourquoi qu'on met pas des bonnes vieilles dynamos comme les lumières sur les vélos? On pourrait mettre 4 dynamos sur 4 roues des voitures qui créent un courant électrique constamment qui pourrait recharger une seconde batterie ou charger un bloc de la batterie existante. Ou un toit un peu de la voiture qui serait fait en photovoltaïque. Donc, moindrement qu'il y a du soleil, ça aussi, ça pourrait capter une bonne source d'énergie solaire complètement verte et qui pourrait recharger une batterie. On pourrait faire un compromis aussi entre les deux, vous savez, semi-voiture thermique et électrique. Je pense que ce serait toujours quand même bien d'avoir un petit plein d'essence quand même. Si on manque d'électricité, une tempête ou comme un verglas qu'on a eu, on a plusieurs jours sans électricité. On fait quoi? Imaginez ceux qui habitent en région, qui sont à plusieurs kilomètres du village ou de la ville, puis qu'ils n'ont plus d'autonomie dans leur batterie, puis ils n'ont plus d'électricité pendant plusieurs jours. Qu'est-ce qu'ils font? Il y a la technologie à l'hydrogène aussi, qui est très prometteuse, qui est très, très verte, qui ne pollue pas du tout. Mais produire de l'hydrogène est très, très gourmand d'électricité. Donc, c'est encore difficile. La plupart des pays occidentaux veulent nous imposer ça d'ici 2035-2040, sans vraiment, pour le moment, peser les pour et les contre. Mais je pense que la majorité des gens se rendent compte de plus en plus les côtés négatifs de tout ça. Dans cette vidéo, on va voir l'extraction, les coûts et les conséquences de tout ça. Donc, bonne écoute. Il s'agit d'un CAT 994A. Il brûle environ 1000 litres de carburant en 12 heures, déplace environ 250 tonnes de saleté pour extraire les matériaux nécessaires à produire une seule batterie Tesla. Pour fabriquer chaque batterie, il faut traiter 12 tonnes de saumure pour le lithium, 15 tonnes de minerai pour le cobalt, 3 tonnes de minerai pour le nickel, 12 tonnes de minerai pour le cuivre et déplacer 250 tonnes de la croûte terrestre. Pour juste une batterie qui comporte environ 12 kg de lithium, 30 kg de nickel, 22 kg de manganèse, 15 kg de cobalt, 100 kg de cuivre, 200 kg d'aluminium, d'acier et de plastique. Hier au nickel et cadmium ou au plomb, aujourd'hui avec du lithium. Demain en employant peut-être du graphène. Les batteries de traction des voitures électriques évoluent pour toujours plus de légèreté, d'autonomie et de propreté. Les batteries au plomb sont utilisées dans l'automobile depuis plus de 150 ans. Encore aujourd'hui, les batteries au plomb sont montées dans des modèles thermiques, comme électriques, pour l'alimentation des équipements et accessoires. Utilisables sur une plage de température comprise entre -20 et 60 degrés Celsius, les batteries plomb ne connaissent pas l'effet mémoire, mais sont à changer au bout de 20 000 à 40 000 km, selon usage. Naturellement présent dans la nature, le plomb ne crée des problèmes de pollution et de santé publique que par l'activité humaine. Classé CMR, cancérigène, mutagène et reprotoxique. Il est dangereux pour les systèmes nerveux et digestifs des êtres vivants qui peuvent facilement l'ingérer lorsqu'il contamine l'eau sous forme de particules indétectables.
Batterie nickel-cadmium. Plus aucun constructeur automobile ne propose aujourd'hui de voitures électriques équipées en batterie NICD. Fiable si bien utilisé et entretenu, acceptant la recharge rapide, il dispose d'une longue durée de vie qui se calcule en dizaines d'années. C'est simple, il ne s'use qu'à l'usage. Contrairement aux batteries lithium, déchargées, ils peuvent être stockés de très longues années sans aucun dommage. Ce sont les voitures électriques PSA, Citroën AX, Saxo et Berlingo. Peugeot 106 et Partner, et Renault, Express, Clio et Kangoo, de la génération 1995 à 2005 qui embarquaient une vingtaine de blocs NICD fabriqués en France uniquement par Saft. Pour une autonomie de l'ordre de 70 à 90 km en moyenne. Embarqués dans la chaîne de traction d'une voiture électrique, les NICD n'aiment pas le biberonnage, cette action qui consiste à les mettre en recharge au retour du moindre déplacement. Une perte temporaire de capacité en résultait, réversible en procédant à 2, 3 ou 4 cycles de charge-décharge. Si l'Europe a condamné cette technologie pour un usage dans les voitures électriques, c'est parce que le cadmium est dangereux pour l'environnement et toxique pour l'être humain sous forme gazeuse, que ses composés sont cancérogènes, et que l'électrolyte de base, de la potasse, est particulièrement corrosive pour la peau. Batterie sodium chlorure de nickel, Zebra, présente au cœur de quelques modèles de voitures électriques développés par des constructeurs de taille modeste. Les batteries Zebra, Zeolite Battery Research Africa Project, ont été utilisées à partir de la fin des années 1990 jusqu'à tout récemment, en alternative à la technologie NICD. Il s'agissait de bénéficier d'une meilleure autonomie. Les batteries Zebra ne représentent pas un problème environnemental particulier, à condition d'obtenir le nickel, l'aluminium et le sodium dans des conditions acceptables d'extraction. En revanche, elles doivent être réservées à une exploitation dans des flottes en quasi-permanente rotation, du fait que leur température interne doit toujours être maintenue entre 270 et 350 degrés Celsius. D'où un phénomène très important d'autodécharge-autoconsommation, plus de 10% de pertes par jour. Dans les dernières versions de ces accumulateurs, cela se traduisait par plusieurs jours d'attente pour les utiliser à nouveau. Dans les premières, c'était la mort pure et simple de la batterie. Batterie lithium métal polymère, LMP, produite en exclusivité dans l'usine Basse-Cap d'Ergué-Gabéric près de Quimper, 29, filiale du groupe Bolloré. Les batteries LMP sont une des déclinaisons technologiques actuelles qui emploient le lithium au service de l'électromobilité. Elles équipent donc tous les véhicules électriques conçus par Blue Solutions, du Blue Bus à la Blue Car. Sans effet mémoire, donc compatible avec la pratique du biberonnage, une durée de vie supérieure à celle des accumulateurs lithium-ion plus répandus, et une plus grande sécurité d'utilisation, pas de risque d'emballement thermique, devait justifier l'emploi et le développement des LMP. Au cœur des cellules, les électrodes sont séparées par un électrolyte composé d'un mélange sel de lithium et d'un solvant, polyoxyéthylène. L'anode contient du lithium métallique. La cathode un composé d'oxyde de vanadium, de carbone et de polymère. Les blocs LMP créent de l'électricité selon le même principe que les autres accumulateurs au lithium. Des ions sont produits à l'anode lors des décharges, venant s'insérer dans la cathode. Des électrons sont créés en réponse, générant un courant électrique. Les LMP doivent être maintenus à une température d'environ 60 degrés Celsius, ce qui impose quasiment de les maintenir en charge en laissant les véhicules électriques qui les exploitent branchés sur le secteur quand ils ne roulent pas. À défaut, les batteries se vidant de leur capacité en moins de 3 jours. Un mode hivernage est possible en cas de longue inactivité des engins. Une fois refroidis, il est nécessaire de laisser le pack plus longtemps en recharge afin que les cellules retrouvent leur température de fonctionnement. Voilà pourquoi les LMP sont à réserver à des flottes de véhicules le plus souvent possible en circulation. Batteries lithium-ion. Les batteries au lithium-ion inondent littéralement depuis quelques années le marché des véhicules électriques sous toutes les formes d'engins, du vélo assisté aux voitures. Les premiers travaux sur ces accumulateurs datent des années 1970,
grâce à des chercheurs qui ont discerné tout le potentiel exploitable de ce métal solide et particulièrement léger. Ce n'est qu'en 1985, avec la première batterie lithium-ion réalisée, qu'on peut vraiment observer les bénéfices de cette technologie, parmi lesquels une tension élevée et l'absence d'effet mémoire rapidement destructeur. Sony a débuté la commercialisation en 1991. La fourchette idéale d'exploitation des batteries lithium-ion, entre -20 et 65 degrés Celsius, a favorisé sa progression fulgurante dans l'électromobilité. Le rapport entre leur densité énergétique, leur poids et le prix les classe parmi les meilleurs sur le marché des accumulateurs. Pas étonnant qu'on les trouve dans la plupart des voitures électriques actuellement dans les concessions, dont les Nissan Leaf et NV200, Peugeot Ion, Renault Zoe, Volkswagen Golf et Up, BMW i3, Tesla Model S et X, Smart Fortwo et Ford Red. L'utilisation des batteries au lithium-ion a soulevé plusieurs polémiques, parmi lesquelles leur recyclage et les problèmes environnementaux à l'extraction du lithium. Pour la première, il est vrai que la filière pour leur récupération a été créée assez récemment, le besoin n'étant pas d'actualité jusque-là. Elle dispose désormais de plusieurs usines dédiées à travers le monde. Le lithium, de l'ordre d'une poignée de kilos en tout dans une batterie de traction, n'est pas altéré et peut donc servir à nouveau. Mais avant de le dissocier des autres éléments, comme le cuivre, le cobalt, l'aluminium, le fer et le manganèse, il est possible d'utiliser ces batteries en seconde vie, pour le stockage, par exemple, de l'électricité obtenue des énergies renouvelables. Plusieurs constructeurs travaillent sur le sujet, dont Nissan très impliqué. Pas pire que ceux qui assombrissent la production pétrolière. Les problèmes environnementaux causés par l'extraction du lithium pourraient, eux, être très largement gommés en y mettant les moyens. Dernier point qui a un temps terni l'image des batteries lithium-ion, leur comportement dangereux en cas de surcharge. Et notamment l'emballement thermique et ses effets impressionnants et destructeurs. Des formations spécifiques pour faire face à ce phénomène sont assurées auprès des pompiers et assimilées. La technologie à l'œuvre impose de confier la surveillance et la gestion de ces accumulateurs à un système de protection appelé BMS, Battery Management System, intégré à la fabrication. Au final, moins de voitures électriques prennent feu que de thermiques. Batteries lithium-ion polymère. On a un temps estimé que les batteries lithium-ion polymère n'avaient pas d'avenir dans les voitures électriques, en les abandonnant à l'électromodélisme, ainsi qu'aux vélos assistés et aux scooters électriques. Elles étaient cataloguées comme « dépassées », alors que leur apparition ne datait que de 1995. C'était sans compter sur l'acharnement des constructeurs coréens qui leur ont restitué leurs lettres de noblesse. Le Kia Soul-EV, ci-dessus, et la Hyundai Ioniq témoignent de l'excellente densité énergétique de cette technologie, mais aussi de la moindre sensibilité au froid sur l'autonomie. En revanche, celle à la surcharge, plus grande que sur les modèles lithium-ion plus classiques, sanctionnée par de sérieux risques d'explosion, a été maîtrisée. De même, on parle désormais au passé du faible nombre de cycles de charge-décharge, de l'obligation d'utiliser très régulièrement les lithium-ion polymères des voitures électriques, et de la mort des cellules par décharge trop basse. Au final, on peut les exploiter dans ces engins pour leur principale qualité, leur faible poids, et la possibilité de donner au bloc la forme que l'on veut grâce à la maniabilité de l'électrolyte polymère. À ceux qui douteraient du bon coup flairé par les Coréens, abattons un atout. La Venturi fétiche. Différents constructeurs s'essayent à d'autres combinaisons, parfois mises en application ça et là, mais de façon encore trop anecdotique pour en parler en détail. Il serait d'ailleurs difficile de le faire, car peu d'informations précises filtrent la plupart du temps. On parle de batteries lithium-titanate, lithium-fer-phosphate, lithium-air, etc. Quelques exemples. La chinoise BYDE6 embarque des batteries lithium-fer, la BB des blocs lithium-fer polymère. On attend beaucoup du graphène, notamment pour obtenir des batteries relativement abordables pour des autonomies qu'on peut qualifier d'impressionnantes. Fisker avait communiqué dans ce sens pour ses futures productions, avant de revenir cependant à une technologie plus classique.
La mine de lithium de la Corne en Abitibi-Témiscamingue a obtenu l'appui d'un important acteur de l'industrie de la voiture électrique. Par le biais d'un partenaire. La mine détenue par Sayona Québec fournira du spodumène à Tesla. L'industrie du véhicule électrique et des batteries a changé depuis 2020 et cette entente reflète l'importance et la demande croissante. Pour une chaîne d'approvisionnement de lithium nord-américaine, a commenté le président et chef de la direction de Piémont, Keith Phillips, dans un communiqué. L'entente fait en sorte que cette ressource critique provenant du Québec reste en Amérique du Nord. Piémont s'est engagé à livrer environ 125 000 tonnes métriques de concentré de spodumène à Tesla entre la deuxième moitié de l'année 2023 et la fin de l'année 2025. En juin, Piémont avait conclu une entente avec Sayona en vue d'acheter la quantité la plus élevée entre 113 000 tonnes de spodumène ou 50% de la production de la mine de la Corne. L'entente permet ainsi d'offrir à Piémont une source d'approvisionnement pour son contrat avec Tesla tandis que son projet de mine en Caroline du Nord a pris du retard en raison de l'opposition citoyenne qu'il suscite. Ces délais ont amené l'entreprise à se tourner vers le Québec. La production à la mine de la Corne est prévue pour le début de cette année et les premières livraisons commerciales devraient avoir lieu au troisième trimestre, soit entre juillet et septembre. Piémont possède 25% de Sayona Québec, la participation majoritaire restante de 75% étant détenue par l'entreprise australienne Sayona Mining. Sous la protection de la loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies depuis décembre dernier. Nemaska annonçait lundi avoir accepté l'offre de rachat d'actifs présentée par le consortium formé d'Orion Mine Finance, de Pallinghurst Group et Investissement Québec. Par l'intermédiaire de son bras financier, le gouvernement devient donc copropriétaire des actifs de la société minière en dissolution, à parts égales avec Pallinghurst. Une société d'investissement britannique spécialisée dans le secteur minier. Ensemble, les deux repreneurs injecteront 190 millions de dollars à la clôture de la transaction en octobre. Devrait suivre ensuite, sans échéancier précis, d'autres investissements d'un total de 600 millions de dollars, mais limités à 300 millions de dollars pour Investissement Québec. Nous assurait lundi le ministre de l'Économie et de l'Innovation, MEI, Pierre Fitzgibbon. La semaine dernière, ce dernier avait surpris en qualifiant la structure de Nemaska de « patente à gosse » et de projet excessivement mal ficelé. Investissement Québec aura perdu 80 millions de dollars dans l'aventure, tout comme, semble-t-il, des milliers de Québécois à avoir eu le malheur d'acheter ses actions en bourse. L'ancien projet était mal structuré à notre avis, a confirmé le premier ministre Legault. Tout en se disant malheureux du sort des petits investisseurs qui auront connu des pertes importantes. Des capitaux chinois déjà en Abitibi malgré les pertes déjà encourues, François Legault dit croire en l'importance d'investir dans cette filière. Moi, j'y crois personnellement à la filière du lithium. C'est sûr que si on parle d'automobile électrique, un grand défi sera la batterie. D'où l'importance, de son point de vue, de garder le plein contrôle du développement et de la transformation de cette ressource, présente dans le sous-sol québécois. Le Québec, affirmait le ministre Fitzgibbon lundi, serait fiduciaire de 2% de la réserve mondiale de lithium. Le principal autre projet d'extraction et de transformation de lithium au Québec est situé à La Corne, à environ 60 km de Val-d'Or, en Abitibi. Le projet de mine North American Lithium est déjà détenu à 95% par GE International et Contemporary Amperex Technology Investment, deux entreprises de Chine. La mine, qui a déjà compté plus de 300 travailleurs en 2018, s'est placée à l'abri de ses créanciers au printemps 2019. Moins d'une vingtaine de personnes y travaillent toujours. Ses créances s'élèvent à 200 millions de dollars, dont près de 100 millions de dollars à Investissement Québec. On cherche, là aussi, des investisseurs prêts à relancer les activités. Une batterie est le composant le plus coûteux d'une voiture électrique. En 2017, la batterie d'un véhicule électrique valait de 5 000 $ américains pour une Fiat 500e à 15 000 $ américains pour une Tesla Model S. La fabrication de la batterie, on l'a vu, comprend plusieurs étapes, depuis la mine jusqu'à l'assemblage des cellules. Nous tenterons de nous faire une idée des coûts de production, un domaine où toutes les informations ne sont pas publiques. Les coûts sont indiqués en dollars américains par KWH. Avant même d'être entré dans une salle de montre, les autos électriques et à essence ont une dette environnementale. Pour les construire, il a fallu des mines, du transport et donc de l'énergie. Et pour ça, il y a des émissions de gaz à effet de serre,
et pas mal de conséquences sur l'environnement. La construction d'une voiture électrique nécessite plus de métaux que celle d'une voiture à essence, donc une plus grosse dette sur la ligne de départ. C'est lors de l'utilisation que la voiture électrique sera moins polluante. Selon une étude faite dans le contexte du Québec, parce qu'on utilise l'hydroélectricité, une énergie propre, il va falloir rouler 85 000 km avec une voiture électrique pour qu'elle devienne un meilleur choix environnemental. Dans d'autres provinces du pays, où l'on utilise des combustibles fossiles pour produire de l'électricité, la dette peut être encore plus longue à rembourser. Dans les années 70, il y avait pas loin de 1000 personnes qui habitaient ici, dans la paroisse Notre-Dame de la Paix. Il fallait faire de la place pour les autos toujours plus nombreuses. On a évincé les résidents, démoli les maisons et construit l'autoroute Dufresne-Montmorency. Puis il y en a là, qui sont dans leur processus de changement de comportement. Là. Ils aimeraient ça, mais les conditions ne sont pas suffisantes. Je sais pas, si on leur donnait un financement, tiens, si tu te déplaces en vélo, je te donne X dollars. Si tu te départis d'un véhicule, tiens, je te finance pour que tu puisses t'approcher de ton lieu de travail. Donc, si on avait des incitatifs pour encourager les bons comportements, on ferait certainement des gains. Puis il faut arrêter de penser que quelqu'un est un automobiliste ou un cycliste. C'est pas ça, là. C'est que quelqu'un va être multimodal. Là. Aujourd'hui, je me déplace en auto parce que... Puis demain, je vais être en vélo, puis après ça, je vais être en transport commun. Donc, il faut vraiment que les gens gagnent des compétences pour utiliser l'ensemble des modes. C'est pas du jour au lendemain, oups, je me déplace plus jamais en auto, puis là, je me déplace toujours à pied. C'est pas comme ça. C'est vraiment... La notion d'être raisonné dans sa mobilité, c'est de considérer les options puis de faire le meilleur choix. Le cœur d'une voiture électrique, c'est son énorme batterie, très puissante et qui coûte aussi très cher. Voici l'histoire d'une utilisatrice qui a découvert une particularité dans la batterie de sa Smart qui n'est pas smart du tout. En 2021, Lucette Hadd se procure sa toute première voiture entièrement électrique, une Smart Fortwo 2014 du constructeur Mercedes-Benz. Cette petite Smart-là, je l'ai achetée parce qu'on ne fait pas de pollution, ça coûte pas cher rouler avec ça parce qu'on peut la brancher chez nous. Puis je me disais, mais ce serait bien avoir une petite voiture, ce serait cute, me promener avec ça. Elle paie plus de 9 000 $ pour sa Smart électrique achetée chez un concessionnaire d'occasion. 2 mois plus tard, ses ennuis commencent. Le haut-parleur, puis le clignotant gauche et finalement le verrouillage à distance cesse de fonctionner. Peu de temps après, rien ne va plus. Bien, la voiture a refusé de partir le matin. Moi, ça me dérangeait pas tellement parce que j'ai une RAV4. Alors, je me promenais avec la RAV4, puis elle, je l'ai laissée de côté. La Smart est immobilisée pendant environ 3 mois dans son stationnement. Lucette Hadd consulte 2 garages de sa région et contacte également un concessionnaire Mercedes. Ses factures de remorquage et de diagnostic s'élèvent à plus de 3 000 $. Ça, c'est votre remorquage. Ici, on est pas... Ça, c'est un des remorquages. J'ai fait remorquer 4 fois. Insatisfaite des réponses obtenues et des solutions proposées, elle fait remorquer sa Smart à 150 km de chez elle, chez un expert qui a une bien mauvaise nouvelle à lui apprendre. Bien, quand on a reçu la batterie, finalement, on l'a ouvert, puis il restait à peu près rien dans la batterie. La batterie était drainée complètement, ce qui la rend impossible à réparer. On ne peut pas réutiliser les cellules telles qu'elles sont là. Ça aurait été dangereux. Comme les autres voitures électriques, la Smart de Lucette Hadd possède une grosse batterie haute tension qui fait bouger le véhicule et une petite de 12 volts pour les accessoires. Or, dans le cas de la Smart Fortwo électrique, la petite peut avoir des effets dramatiques sur la grosse, qui, elle, coûte une fortune, plus de 30 000 $ pour une batterie neuve. Si la batterie 12 volts se décharge, après un certain temps, on va enclencher un mode qui va vider la batterie 400 volts, donc la batterie de traction. C'est là qu'elle va se mettre en junkyard mode, le mode ferrailleur, qu'on peut dire en français, sur plusieurs semaines pour, on va dire, la scraper, la décharger complètement à zéro puis la rendre inerte. Ce que ça donne, finalement, c'est qu'une batterie qui est perte totale, on ne peut pas la réutiliser d'aucune manière. Ma petite Smart, je réalise qu'elle s'autodétruisait. Je l'ai laissée trop longtemps à rien faire.
Guillaume André dit avoir vu une dizaine de Smart électriques terrassés par le même problème, à tel point qu'il en a fait le sujet d'une chronique vidéo. Quand il est storé longtemps, OK, la batterie 400 volts va se décharger complètement. Puis là, il va se mettre en junkyard mode. Junkyard mode, en français, mode dépotoir. C'est l'expression utilisée par les amateurs de Smart et des experts comme Daniel Breton, PDG d'une association vouée à l'électrification des transports. Nous le rencontrons au Salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe. Si la petite batterie 12 volts se vide, au bout d'un certain temps, l'ordinateur de bord, lui, il enregistre comme message, bon, bien, ça doit être parce que le véhicule est au dépotoir, parce qu'il y a probablement plus de batterie à bord du véhicule. Donc, on va vider la grosse batterie pour des raisons de sécurité. C'est le junkyard mode ou le mode dépotoir. J'imagine qu'ils ont voulu développer ça parce qu'ils disaient, bien, on veut s'assurer que les voitures et les batteries sont gérées de façon sécuritaire lorsqu'elles sont rendues au dépotoir. Mais ils ont oublié ou ils n'ont pas pensé au fait que si en Europe, les gens n'entreposent pas leur véhicule, en Amérique du Nord, il y a beaucoup de gens qui le font. Et ça, c'est un vrai problème pour des gens qui ont...